Je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas lorsque je me suis réveillé dans la voiture et que la maison où j'avais passé la nuit avait tout simplement disparu. Il n'y avait que de la terre nue là où elle aurait dû être, comme si elle n'avait jamais existé, comme si tout ce qui s'était passé n'était qu'un fantôme qui s'était dissous à l'aube. Mais je me souvenais de tout, jusqu'au moindre détail. L'odeur lourde d'humidité, la vieille table avec le chiffre 7 profondément gravé, la respiration étrange derrière moi et la voix qui venait de l'intérieur de mon propre esprit, pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de mon propre esprit. Tu es le 7e. J'ai regardé mes mains, les fines rayures, presque imperceptibles, sur mon poignet formèrent le chiffre que j'avais vu plus tôt dans la nuit. Dans une partie reculée du parc national, où la forêt devient si dense que même la lumière du soleil pénètre à peine les lourds houppiers pendant la journée, il y avait un vieux pavillon de garde forestier désigné dans les documents comme le point d'observation 7. Il n'avait pas été utilisé depuis des années et, bien qu'il soit officiellement répertorié comme poste de réserve pour les sauveteurs et les patrouilleurs, tous ceux qui travaillaient dans la région savaient bien que personne n'y passait la nuit s'ils en avaient le choix. À première vue, la maison était tout à fait ordinaire, une petite cabane en bois avec un toit de tuiles défraîchies qui avait plié sous le poids des années, un porche grinçant, de vieux volets qui tenaient à peine sur des gonds rouillés et une porte qui était toujours légèrement entr'ouverte pour une raison quelconque, comme si elle attendait que quelqu'un ose entrer. J'ai dû m'y rendre en raison d'un ordre de la direction. Elle exigeait que j'évalue l'état du bâtiment avant le début de la saison touristique. Officiellement, il s'agissait d'une tâche de routine qui n'avait rien à voir avec le danger ou le risque. Juste un de ces petits contrôles techniques dont personne n'a besoin, mais que quelqu'un doit quand même faire. Cependant, je savais que les gardes forestiers locaux évitaient toujours ce point, racontant des histoires à moitié plaisantes sur des bruits étranges la nuit, des fenêtres ouvertes le matin, alors qu'elles étaient définitivement fermées avant d'aller se coucher, et des choses qui changèrent de place sans aucune explication logique. N'étant pas du genre à croire à de telles sornettes, je suis parti sans crainte, bien décidé à terminer l'inspection le plus rapidement possible, à rédiger mon rapport et à retourner à mon travail habituel. Mais lorsque j'ai arrêté la voiture près du sentier envahi par la végétation qui menait au pavillon, lorsque j'ai coupé le moteur et que dans le silence absolu, j'ai entendu des branches craquer quelque part dans les profondeurs de la forêt et l'air apparemment immobile s'agiter comme si quelqu'un se tenait juste à côté de moi, j'ai ressenti la première et subtile poussée de malaise. La maison était visible entre les arbres, sa silhouette lugubre semblait faire partie de la forêt elle-même, s'y fondre de telle sorte qu'il était impossible de dire ce qu'il y avait avant, cette maison ou les arbres eux-mêmes qui l'engloutissaient peu à peu avec leurs branches. Je n'étais pas pressé de sortir de la voiture, je restais assis, les mains sur le volant, à regarder l'obscurité qui semblait s'amonceler autour de lui alors qu'il restait encore 1 heure avant le coucher du soleil. Peut-être était-ce la fatigue ou l'auto-hypnose, mais il me semblait que cette maison me regardait, qu'elle sentait ma présence et que quelque chose était déjà en train de changer autour de moi, de se préparer à ma visite. J'ai respiré profondément, j'ai pris ma lampe de poche, mon sac à dos avec de la nourriture et des vêtements de rechange, j'ai vérifié ma radio qui allait être mon seul lien avec le monde extérieur et je suis sorti de la voiture en claquant la portière de façon à ce que le bruit soit assourdissant entre les arbres. Même si je ne le savais pas encore, je sentais au fond de moi que je venais de franchir une ligne au-delà de laquelle il n'y aurait peut-être pas de retour possible. Ce métier ne m'était pas étranger. Ayant été garde forestier pendant près de 7 ans, j'en avais assez vu pour ignorer les vieilles légendes locales et les peurs ridicules qui se transmettaient entre gardes forestiers comme une sorte de tradition inexplicable. Les gens ont toujours essayé de trouver du mystique là où il n'y en a pas, dans les sons aléatoires de la nuit, dans les ombres déformées, dans la fatigue ordinaire qui fait que l'esprit vous joue des tours. J'ai eu l'intelligence de ne pas tomber dans ces pièges, de rester sceptique, de ne pas laisser mon imagination gouverner la réalité. Et pourtant, quelque chose ne tournait pas rond dans cet endroit. Je n'ai pas pu mettre le doigt dessus tout de suite. Mais en marchant sur le sentier envahi par la végétation qui mène à la maison, lorsque le bruissement de l'herbe sous mes bottes m'a semblé trop fort dans cette forêt anormalement silencieuse, j'ai ressenti une étrange et vague sensation de la présence de quelqu'un d'autre. Et pas n'importe qui, quelqu'un qui savait que j'étais là et qui attendait que je vienne. La maison Nondero 7 se trouvait sur une colline, juste au-dessus du niveau du sentier principal, d'où l'on avait une vue lugubre sur des forêts sans fin qui s'étendaient au loin, perdues dans une brume grise. C'était un bâtiment ordinaire, semblable à tous les autres postes d'observation. Une pièce, une vieille table en bois, 2 fauteuils, un poêle en métal et un lit en fer avec un mince matelas. Sur les murs, quelques étagères avec des boîtes poussiéreuses et des restes de vieux documents, une radio qui pouvait fonctionner avec un peu de chance, et la seule source de lumière était une vieille lampe au plafond qui clignotait faiblement lorsqu'on appuyait sur l'interrupteur. Rien qui ne sorte de l'ordinaire, rien qui n'aurait dû être alarmant, mais lorsque j'ai franchi le seuil et refermé la porte derrière moi, j'ai senti presque physiquement que quelque chose changeait autour de moi. Je me sentais bizarre,
mal. Je ne pouvais pas l'expliquer logiquement, mais il semblait que l'air dans cette pièce était plus lourd et que le temps passait un peu plus lentement que d'habitude. J'ai regardé autour de moi, la table était parfaitement droite, sans aucun signe que quelqu'un l'ait utilisée ces dernières années. Le lit était également impeccable, le matelas était un peu écrasé, mais il ne présentait aucun signe d'utilisation. Sur l'une des étagères se trouvait un vieux carnet de bord avec un tableau de service dont la dernière entrée remontait à 1987. J'ai passé mes doigts sur sa surface poussiéreuse, je l'ai ouvert au hasard, j'ai parcouru les listes de noms et j'ai soudain remarqué quelque chose d'étrange. Chaque liste se terminait par 6 noms, et puis il n'y avait plus rien. Chaque dossier que j'ai consulté contenait 6 noms de rangers qui avaient été en service ici avant la fermeture du poste. Mais à l'endroit où le 7e nom aurait dû se trouver, il y avait toujours soit une ligne blanche, soit un simple espace barré, comme si quelqu'un avait délibérément essayé d'effacer l'information. J'ai haussé les épaules, il devait s'agir d'une erreur ou quelqu'un avait décidé de faire une blague à un moment donné. J'ai jeté le magazine sur la table, je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé dehors. Le soleil se couchait déjà derrière la cime des arbres, peignant le ciel de lourdes nuances d'ambre et de rouge sang. La lumière déclinait lentement et la forêt à l'extérieur de la fenêtre commençait à avoir un aspect complètement différent de celui qu'elle avait eu pendant la journée. Je me retournai, jetai mon sac à dos sur le lit, m'assis sur la vieille chaise grinçante et fermai les yeux un instant. Une longue nuit m'attendait. J'étais loin de me douter que cette nuit serait la plus longue de ma vie. La nuit dans la forêt a toujours été spéciale. Elle avait sa propre logique, ses propres règles que l'on ne voit pas le jour, et ce n'est que lorsqu'on se retrouve dans l'obscurité totale parmi les arbres que l'on commence à comprendre que le monde qui nous entoure change non seulement visuellement, mais aussi au niveau des sensations, des sons et même du temps, qui ici, loin de la civilisation, semble en quelque sorte différent, étiré, déformé, capable de s'accélérer ou de s'arrêter, comme s'il jouait avec notre perception de la réalité. J'y étais habitué. J'avais passé de nombreuses nuits dans la forêt à entendre des bruits inquiétants qui n'étaient en fait que les cris des animaux nocturnes ou le bruissement du vent dans les branches sèches, à voir des ombres mouvantes qui s'avéraient n'être qu'un jeu de lumière, à sentir la présence de quelqu'un d'autre, même si je savais toujours que j'étais en réalité seul. Mais cette fois-ci, c'était différent. Je l'ai senti en entrant dans la maison et en fermant la porte avec un vieux verrou un peu rouillé, en allumant la lanterne et en jetant un coup d'œil à l'horloge qui indiquait exactement 10 heures du soir, alors qu'il me semblait qu'il ne s'était pas écoulé plus d'une demi-heure depuis que j'étais arrivé. J'ai enlevé ma veste, je l'ai accrochée au dossier de la chaise et je me suis arrêté un instant pour respirer l'air humide et légèrement moisi de la pièce, comme si je sentais que quelque chose avait encore changé autour de moi sans que je puisse mettre le doigt dessus. La vieille lampe électrique au plafond clignota plusieurs fois, produisant un doux crépitement, comme si l'électricité était en quelque sorte instable, comme si le bâtiment lui-même ne voulait pas que je dispose d'une source de lumière, puis la lumière se stabilisa, laissant derrière elle une étrange lueur jaunâtre qui projetait de longues ombres courbes de meubles sur les murs, transformant la géométrie familière de l'espace en quelque chose d'étrange et d'anormal. Je me suis assis sur le lit, j'ai ouvert mon sac à dos, j'en ai sorti une bouteille d'eau et j'ai bu quelques gorgées, sentant le liquide frais couler dans ma gorge comme s'il me ramenait à ma réalité habituelle, me faisant oublier toutes ces sensations étranges qui avaient déferlé par vagues, ne laissant derrière elles qu'un faible résidu d'un malaise inexplicable. Soudain, quelque chose a changé. Je n'ai pas compris tout de suite ce que c'était, mais j'ai eu l'impression que la pièce était devenue différente, que ses limites s'étaient légèrement déplacées, que l'angle de mon propre regard n'était plus le même qu'avant, alors que tout ce qui m'entourait était resté le même. La table, la chaise, la vieille radio sur l'étagère près de la porte, la poussière sur le sol, la lanterne posée à côté de moi. Je passais lentement la main sur le matelas, me penchant légèrement en avant, scrutant l'obscurité à l'extérieur de la fenêtre qui semblait anormalement dense, comme un liquide noir épais remplissant l'espace à l'extérieur de la maison, créant un sentiment d'isolement total, comme si le monde à l'extérieur de ces murs avait tout simplement cessé d'exister. J'ai regardé autour de la pièce, essayant de comprendre ce qui m'avait alerté, puis je l'ai remarqué, la chaise. Lorsque je suis entré dans la maison, elle se trouvait sous la table. Maintenant, elle était légèrement reculée, presque imperceptiblement, juste quelques centimètres, mais suffisamment pour que cela soit évident si l'on y regarde de près. Je l'ai regardé fixement, sans bouger, sans cligner des yeux, sans reprendre mon souffle, en essayant de me rappeler si je ne l'avais pas touché accidentellement en passant, mais cette idée ne tenait pas la route parce que je me souvenais avec certitude que je ne l'avais pas touchée, qu'elle était là où elle était censée être, que je n'avais rien fait pour la faire bouger. Je me suis levé lentement, j'ai fait quelques pas en avant, sentant quelque chose en moi se contracter, comme si une force invisible essayait de me retenir, de m'empêcher de faire un autre mouvement, comme si la maison elle-même m'avertissait que j'avais remarqué quelque chose, que j'avais prêté attention à quelque chose que je n'aurais pas dû, que j'avais rompu un équilibre dont je n'avais même pas soupçonné l'existence. J'ai pris ma chaise, je l'ai remise sous la table, je me suis redressé lentement et j'ai regardé à nouveau dans la pièce, comme si je m'attendais à trouver quelque chose d'autre qui avait changé. Un
petit signe presque imperceptible que je n'étais pas seul ici, que quelqu'un ou quelque chose me surveillait, que cette maison n'était pas aussi vide qu'elle le paraissait. Mais tout était comme avant. Seule une étrange sensation de froid collant sur ma peau subsistait. Je suis retourné me coucher, je me suis assis, j'ai pris la radio, j'ai appuyé sur le bouton et j'ai essayé de contacter le poste principal. Mais je n'ai entendu qu'un sifflement, des fragments de sons sourds qui ressemblaient à des mots, bien qu'ils fussent impossibles à distinguer, quelque chose comme l'écho déformé de voix venant de loin, de l'intérieur, de l'autre côté de l'espace, là où elle ne devrait pas se trouver. J'ai réessayé, le silence, juste un grésillement qui montait et descendait, comme si quelque chose essayait de percer l'interférence, quelque chose qui m'entendait, quelque chose qui essayait aussi de parler mais n'y parvenait pas. J'ai éteint la radio. La nuit ne faisait que commencer. Quelque part au fond de moi, je savais déjà que je ne dormirais pas cette nuit-là. L'horloge sur le mur indiquait 1h13 du matin lorsque j'ai entendu le son pour la première fois, un bruissement silencieux, presque inaudible, venant de sous la porte, comme si quelqu'un déplaçait soigneusement quelque chose sur le plancher en bois, comme si quelque chose de léger, presque sans poids, glissait sur la surface des planches, essayant de rester inaperçu, bien que je ne puisse plus ignorer ce qui était devenu évident. Cette maison n'était pas vide, cette maison cachait quelque chose entre ses murs, et je ne pouvais plus prétendre que ce n'était que mon imagination, que ce n'était que les effets de la fatigue, que j'imaginais seulement qu'on m'observait. Je me suis assise sur le lit, sans bouger, tenant la lampe de poche dans mes mains, la pointant vers la porte, ressentant la chair de poule de ce qui se passait, car même si ce n'était qu'un animal, disons un raton laveur ou un renard, qui était entré sous la maison à la recherche de chaleur, même si c'était un accident, même si je n'avais pas à craindre quoi que ce soit, pour une raison quelconque, une peur profonde, presque animale, comme je n'en avais jamais ressenti auparavant, se développait en moi, une peur sans explication, sans logique, sans racine rationnelle, mais si forte que je devais faire un effort pour ne pas faire quelque chose de stupide, pour ne pas saisir un pistolet et commencer à tirer dans le vide. J'ai essayé d'écouter, de capter au moins un son familier, de comprendre ce qui se passait exactement derrière la porte. Mais le silence était si dense, si envahissant qu'il m'a semblé que toute la maison retenait son souffle avec moi, comme si le bâtiment lui-même attendait quelque chose, observait, me donnant l'occasion de réaliser que je n'étais pas responsable, que je n'étais qu'une invitée, que je n'aurais pas dû être ici ce soir. Je me suis levé lentement, j'ai fait un pas vers la porte en essayant de ne pas faire de bruit, je tenais la lanterne à la main pour que le faisceau de lumière éclaire le seuil. Et comme je me penchais, comme je posais lentement, avec toutes les précautions possibles, ma paume sur la poignée de la porte au moment où je m'apprêtais à l'ouvrir, pour voir, pour m'assurer qu'il ne se passait rien de terrible, pour relâcher cette terrible tension qui montait à chaque seconde, j'ai soudain entendu un autre bruit venant de derrière la porte. Le bruit d'une respiration lourde et lente, un bruit qui ne pouvait être confondu avec rien d'autre, un bruit qui ne parlait que d'une chose, il y avait quelqu'un derrière la porte. Mon cœur battait si fort qu'il semblait sur le point de sortir de ma poitrine. J'ai reculé de quelques pas en gardant à peine l'équilibre. J'ai dirigé le faisceau de la lampe de poche vers la porte, mais rien n'a changé. Elle est restée verrouillée. Le pêne était toujours en place, mais ce son, ce souffle lourd et profond, était toujours dans l'air, s'infiltrait toujours à travers le bois. Et je savais que ce n'était pas un simple jeu de sons, ni mon imagination, ni le vent dans la ventilation. C'était quelqu'un de réel, quelqu'un qui se tenait de l'autre côté de la porte, quelqu'un qui savait que je pouvais l'entendre. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, mais quand la respiration s'est enfin arrêtée, quand le silence a de nouveau envahi l'espace autour de moi, quand il m'a semblé que tout pouvait être un mirage, j'ai entendu quelque chose de pire, le lent et long grincement du plancher en bois, comme si quelqu'un avait fait un seul pas très lentement, comme si la personne qui se trouvait derrière la porte s'était encore rapprochée, comme si elle attendait que je parle de nouveau, que je demande qui était là, que je regarde dehors. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté là, sans bouger, essayant de respirer le plus calmement possible, serrant la lanterne si fort que mes doigts s'engourdissaient, fixant l'obscurité, attendant le prochain son, le prochain signal, le prochain indice de ce qui se passait, et juste au moment où je pensais que le cauchemar était terminé, que tout cela n'était qu'une invention de l'épuisement, que je devais juste m'asseoir, fermer les yeux et me reposer, quelque chose s'est produit. La lampe au plafond s'est soudainement illuminée d'une lumière vive, presque aveuglante, remplissant la pièce d'une lueur jaunâtre non naturelle. Et à ce moment précis, je l'ai vu. Sur la table, juste devant moi, le chiffre 7 était gravé sur la surface du bois avec de fines et profondes rayures. Je savais avec certitude qu'il n'avait jamais été là auparavant. J'ai reculé brusquement, manquant de trébucher sur mes propres pieds. J'ai pointé la lampe de poche sur la surface, tout en regardant le mur, l'horloge suspendue au-dessus de la porte. Et j'ai réalisé, au même moment, que quelque chose n'allait pas, que j'étais en train de perdre le contrôle de ce qui se passait, parce que l'horloge n'indiquait plus 1:13, mais 7:00. J'ai cligné des yeux, essayant de comprendre comment cela était possible, comment j'avais pu ne pas remarquer que tant de temps s'était écoulé, comment j'avais pu passer près de 6 heures ici sans même m'en rendre compte. Mais la réponse m'est venue plus vite que je n'ai pu rassembler mes pensées. J'ai de nouveau entendu ce son, le bruit de la respiration, mais cette fois, il ne venait pas de derrière la porte, il venait juste derrière moi.
Au moment même où j'ai réalisé froidement que le bruit d'une respiration lourde venait maintenant de derrière moi, j'ai senti l'air de la pièce devenir plus épais, plus lourd, de sorte qu'il était impossible de l'inspirer complètement, comme s'il résistait, comme si l'endroit lui-même m'interdisait tout mouvement, me figeait, me faisait rester immobile, sans faire un pas de plus, sans faire un mouvement brusque, parce que quelque chose me disait que dès que je tournerais la tête, dès que j'oserais regarder en arrière, ce serait le moment où il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Mais rester là, à regarder fixement la table avec les 7 gravures, à sentir derrière moi quelque chose qui ne devrait pas être là, quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde, quelque chose qui attendait que je bouge, était encore plus insupportable que l'inconnu lui-même. Alors j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. J'ai rassemblé toute ma volonté, j'ai serré mes poings jusqu'à ce qu'ils soient blancs, en essayant d'ignorer le tremblement de mes mains, et j'ai tourné brusquement la tête. Un choc froid, si vif et inattendu que j'ai eu l'impression d'être recouvert d'une vague d'eau glacée, m'a traversé tout le corps lorsque je l'ai vu. Au milieu de la pièce, littéralement à un pas de moi, se tenait une silhouette, grande, mince, vêtue de quelque chose de sombre, si sombre qu'il absorbait la lumière, faisant ressembler le tissu à un vide sans fond qui pouvait tout aspirer. Et le pire, c'est qu'au lieu d'un visage, il n'y avait qu'une ombre, une tache d'obscurité profonde et immobile, d'où sortait ce souffle étrange et tiré qui faisait hurler de peur chaque cellule de mon corps. C'était ça, le 7e, et il me regardait droit dans les yeux. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là à regarder cette silhouette qui, bien qu'elle n'ait pas de visage, semblait regarder directement dans mon âme, sans bouger, sans faire un seul pas en avant, juste en existant ici, dans cette pièce, dans ce lieu, dans ce moment qui semblait s'étirer dans l'éternité, bien qu'en réalité il ne pouvait durer qu'un moment, qu'un souffle retenu, qu'un lent battement de cœur qui résonnait dans ma tête comme un compteur décomptant les dernières secondes avant quelque chose d'inévitable. Et puis il a parlé. La voix n'avait pas de son, c'était plutôt comme un sentiment qui venait d'apparaître en moi, comme une pensée qui s'imposait à moi, comme des mots qui existaient déjà dans ma tête, même si je savais pertinemment que je ne les avais jamais entendus auparavant, et ces mots étaient simples, presque banals, mais c'était exactement ce qu'était leur horreur. Tu es le 7e. Je n'ai pas répondu, je ne pouvais pas, parce que ma conscience à ce moment-là refusait simplement d'accepter ce qui se passait. J'ai fait un pas en arrière, un autre, en gardant mes yeux sur la silhouette sombre jusqu'à ce que je fixe la table où le maudit 7 était gravé. Et soudain, j'ai senti quelque chose changer, comme si l'espace autour de moi était en train de devenir différent, comme si le monde commençait à se rétrécir, comme si une vieille pellicule de film brûlait lentement sur les bords, se rétrécissait, disparaissait, me poussait dehors. Et j'ai crié, même si je ne pouvais pas entendre ma propre voix, j'ai crié parce que j'ai réalisé que si je restais ici une seconde de plus, je ne quitterais plus jamais cet endroit. Et puis tout est devenu noir. Je me suis réveillé dans ma voiture. Le moteur était éteint, les clés étaient sur mes genoux, l'air de l'habitacle était stagnant et lourd, comme si j'étais assis là depuis des heures. Bien que la dernière chose dont je me souvienne soit une silhouette sombre dans la maison qui se tenait juste devant moi et ces mots qui semblaient avoir germé dans mon esprit comme quelque chose d'inévitable, d'inchangeable, d'inéluctable. J'ai lentement relevé la tête et j'ai regardé devant moi. Le chemin menant à la maison était vide. La maison avait disparu. Elle n'était pas seulement cachée derrière les arbres ou perdue dans l'ombre, elle avait complètement disparu, comme si elle n'avait jamais existé ici, comme si tout ce qui s'était passé n'avait été qu'un fantôme, un cauchemar qui s'était dissous avec les premiers rayons du soleil matinal. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Je savais que j'étais vraiment entré là-dedans. Je savais que j'avais passé la nuit à l'intérieur et je savais que maintenant, je ne pourrais jamais l'oublier. J'ai regardé mes mains, elles tremblaient. J'ai lentement tourné mon regard vers mes poignets et là, juste sous la peau, le chiffre 7 était gravé en fines rayures pâles. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai survécu. Je ne sais pas pourquoi la maison a disparu, mais je sais une chose. La prochaine fois, quelqu'un d'autre ira vérifier le vieux poste d'observation au milieu du parc, et ce quelqu'un sera le 8e. Si cette histoire vous a fait froid dans le dos, alors vous devriez absolument regarder ma dernière vidéo sur un chauffeur de taxi effrayant qui en savait plus sur ses passagers qu'il n'aurait dû, ou l'histoire d'un motel où les clients disparaissent sans laisser de traces. Et si vous voulez encore plus d'horreur réelle, alors abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer la prochaine histoire, parce que vous pourriez être la prochaine victime.